Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La résistance des ETUDIANTS amorce la mobilisation de toute la classe. Ces faux révolutionnaires doivent être énergiquement démasqués car objectivement, ils servent les intérêts du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes. Les thèses et l'activité de ces révolutionnaires pourraient prêter à rire. D'autant qu'il s'agit en général de fils de grands bourgeois, méprisants à l'égard des étudiants d'origine ouvrière qui rapidement mettront en veilleuse leur flamme révolutionnaire pour aller diriger l'entreprise de papa. Georges Marsay, membre du Bureau politique du Parti communiste français, l'Humanité, 3 mai 1968. La classe ouvrière a infiniment plus à souffrir comme injure et comme oppression de l'arbitraire policier, auquel viennent de se heurter les étudiants. La classe ouvrière a déjà engagé la lutte pour sa libération. Elle doit se souvenir que cette grande lutte lui impose de grandes obligations, qu'elle ne saurait se libérer du despotisme sans en libérer en même temps tout le peuple. Point est indigne du titre de socialiste l'ouvrier, qui peut voir d'un œil indifférent le gouvernement envoyer la troupe contre la jeunesse universitaire. Lénine, 183 étudiants envoyés à l'armée, dans le numéro 2 de l'Iskra, février 1901. LIBEREZ nos camarades. Vendredi 3 mai, vers 16h, d'importantes forces de police, agents de police casqués et gendarmes mobiles encerclent la Sorbonne. À l'intérieur de la vieille université, environ 400 militants étudiants, membres de l'UNF et des diverses organisations politiques, Fédération des étudiants révolutionnaires, Jeunesse communiste révolutionnaire, Mouvement du 22 mars, organisation dissoute par le décret du 12 juin 1968. Ils ont tenu un meeting de protestation contre la fermeture de la faculté de Nanterre et les menaces qui pèsent contre 7 de leurs camarades convoqués devant le conseil de l'université. Ils entendent défendre la Sorbonne contre une attaque du groupe fasciste Occident qui a assuré qu'il nettoierait le quartier latin de la vermine bolchevique. À la demande écrite du recteur Roche, la police pénètre dans l'enceinte de la Sorbonne. Cernés, inférieurs en nombre, les étudiants ne peuvent résister. La police arrête ainsi l'essentiel des cadres syndicaux et politiques du mouvement étudiant. Vers 19h donc, tout paraît fini. En fait, tout commence. À l'extérieur, des étudiants se sont rassemblés, ont assisté à l'arrestation de leurs camarades. Soudain, au passage d'un car, un étudiant anonyme crie « LIBEREZ nos camarades ». Le cri est repris, des jeunes se rassemblent, scandent le slogan « LIBEREZ nos camarades ». Une manifestation s'organise. La police cherche à la disperser, les premiers pavés répondent au matraquage. Les manifestants sont bientôt plus de 2000, aux étudiants se sont joints des lycéens, de jeunes travailleurs, des passants. En haut du boulevard Saint-Michel, un poids lourd s'arrête. Le camionneur descend et vient prêter main forte aux jeunes qui tiennent tête à une police déchaînée et qui charge furieusement. L'éclatement sourd des grenades lacrymogènes qui deviendra bientôt familier et continue, l'atmosphère irrespirable. Mieux qu'un témoignage, une photo illustre ce que fut cette manifestation. Des jeunes gens s'affairent à dresser une barricade dérisoire, sous le bras ils ont encore leurs livres. Renforcée, de plus en plus violente, la police a pourtant du mal à briser la manifestation. Ce n'est qu'à 22h30 que, selon la formule consacrée, l'ordre sera rétabli. Des centaines de blessés, près de 600 arrestations. Le recteur de l'Académie de Paris annonce que les cours sont désormais suspendus à la Sorbonne. Spontanément, les étudiants ont répliqué par la manifestation à la provocation policière, remettant ainsi en cause les plans du gouvernement, entravant le développement de la répression contre les étudiants. Mais la combativité spontanée qui s'affirme dans la soirée du 3 mai n'est pas née du néant. Il faut expliquer de quelle lutte, de quelle activité elle est le produit. Et pour comprendre le fait que cette manifestation improvisée dans la colère aboutisse à une mobilisation d'ensemble des étudiants contre la répression policière et la politique gouvernementale, il faut revenir sur la portée et le contenu des luttes qui l'ont précédée, montrer la place que ces luttes tiennent dans le développement général de la situation politique et sociale en France. Un fait s'impose d'abord. Si le 3 mai, les étudiants se heurtent aux forces de l'ordre à Paris, ils avaient été précédés dans cette voie dans bien d'autres capitales,
À Tokyo, à Prague, à Varsovie, à Berlin, les étudiants avaient déclenché des luttes de la plus haute signification politique. La PORTE des luttes internationales des ETUDI, ANTS. À Berlin, le 11 avril, un attentat a lieu contre Rudi Dutschke, l'un des dirigeants du SDS, l'organisation socialiste des étudiants allemands, indépendante de la direction social-démocrate. Les manifestations de protestation qui ont lieu alors ne tardent pas à s'imposer comme plus qu'une simple réaction. Elles se succèdent pendant plusieurs jours, gagnent en intensité, n'épargnent aucune ville importante. Berlin, Brême, Francfort, Munich, Essen, Cologne. Les heurts avec la police sont violents et aux manifestants se joignent des jeunes travailleurs, des apprentis, des lycéens. Ces manifestations, incontestablement, ont constitué, à travers le rassemblement militant des étudiants, une étape dans la mobilisation de la jeunesse allemande contre le régime qui a engendré l'attentat contre Rudi Dutschke, contre le régime qui met en place, avec l'approbation de la social-démocratie allemande, les dispositifs anti-ouvriers des lois sur l'état d'urgence. En Tchécoslovaquie, en novembre 1967, ce sont les étudiants qui déclenchent par leur action la crise qui contraindra la bureaucratie à sacrifier Novotny, à faire d'importantes concessions politiques aux masses, qui conduira au processus préparatoire à la révolution politique que le Kremlin interrompra par son agression contre-révolutionnaire. En Pologne, en mars 1968, ce sont les étudiants, rejoints par de nombreux travailleurs en dépit de la campagne de calomnie forcenée que l'on organise contre eux, qui engagent le combat contre l'arbitraire policier, la restalinisation de la Pologne, l'antisémitisme, pour la démocratie ouvrière. Ce ne sont là que quelques exemples. On pourrait encore citer la lutte des étudiants italiens, l'action des Sengakuren japonais menant un combat effectif contre la guerre impérialiste au Vietnam, les combats héroïques des étudiants espagnols, des étudiants algériens. La signification de la radicalisation et de l'activité de caractère révolutionnaire, déployée partout dans le monde par les masses étudiantes, ne doit pas être sous-estimée. Non que les étudiants constituent une couche à part qui pourrait seule régler ses propres problèmes, donnant ainsi un exemple à la classe ouvrière. Cette illusion que développent fréquemment les sommets petits bourgeois du mouvement étudiant, et que facilite la politique réactionnaire des appareils bureaucratiques, voue la lutte des étudiants à l'impasse et à l'aventure. La poussée politique qui, partout dans le monde, oppose violemment les étudiants à toutes les forces réactionnaires, est l'expression dans une couche que sa situation particulière rend particulièrement sensible, des tensions grandissantes qui déchirent la société. Elle est un signe avant-coureur de grands affrontements de classe. Plus encore, elle est un moment de la mobilisation, de l'entrée dans la lutte de l'ensemble de la jeunesse travailleuse, de ces jeunes générations qui s'éduquent au combat dans les conditions de la crise de l'impérialisme et de la bureaucratie. Elles sont en ce sens une composante des luttes d'ensemble de la classe ouvrière. La lutte des étudiants français s'inscrit dans ce mouvement international. Les expériences de ce combat international seront présentes dans leur lutte. La lutte pour le droit aux études, pour le droit à la vie. Si, début mai, le gouvernement se décide à frapper, c'est pour couper court à une montée militante dans le secteur étudiant. La combativité des étudiants s'est affirmée dans leur refus du plan Fouchet. Toute l'orientation du régime en matière d'enseignement, qu'elle s'exprime dans la réforme Fouchet, c'est l'adaptation de l'enseignement aux besoins en main-d'œuvre qualifiée du capitalisme français. En d'autres termes, et pour reprendre la formule du recteur Capel, faire de l'université une entreprise rentable, ce qui signifiait, disait encore ce haut dignitaire, éliminer les 2/3 de déchets, à savoir plus de 300 000 étudiants. L'élimination massive des étudiants de l'université est donc le but avoué de la réforme. Pour le capitalisme, il y a trop d'ouvriers dans les usines, trop de paysans à la terre, il y a aussi trop d'étudiants dans les facultés. La ligne générale du développement technique, la complexité et la diversification croissante d'une économie hautement industrialisée, tendent à entraîner l'affectation d'une fraction croissante de la main-d'œuvre à des tâches intellectuelles, et suppose donc la formation plus massive d'une couche de travailleurs hautement qualifiés. Ce qui, soit dit en passant, ne diminue pas, comme l'expliquent bien des imbéciles, l'importance de la classe ouvrière, mais tend à renforcer son homogénéité, puisque des catégories de salariés qui par le passé pouvaient nourrir des illusions quant à leur position sociale,
sont aujourd'hui placés dans des conditions d'exploitation et de travail de plus en plus identiques à celles que connaît l'ensemble de la classe ouvrière. En même temps, les nécessités du capitalisme le contraignent à développer l'armée de réserve des chômeurs, à organiser la déqualification, en frappant tout spécialement les fractions les plus qualifiées des salariés. Ainsi, les études supérieures deviennent de plus en plus indispensables pour l'acquisition d'un métier. Il ne peut y avoir que de plus en plus d'étudiants et en même temps, fatalement, les débouchés offerts à cette masse grandissante d'étudiants sont de plus en plus réduits. C'est cette contradiction qui domine le secteur étudiant. Non seulement les étudiants sont, comme couche, particulièrement sensibles aux tensions qui se nouent dans la société bourgeoise et comme l'écrivait Léon Trotsky, la jeunesse petite bourgeoise sentant qu'une force explosive s'accumule dans les masses, tend à trouver à sa manière l'issue de cette impasse et à pousser plus avant le développement politique. Non seulement parce qu'ils sont jeunes, ils veulent affirmer leur droit de vivre et non de subsister en servant la société capitaliste, mais encore cette volonté de pousser plus avant le développement politique, trouve un point d'appui concret dans le fait que les étudiants dans leur masse sont directement menacés, et à brève échéance par les plans généraux de déchéance et de déqualification du capital. Ils les refusent, les étudiants veulent étudier. Et c'est par leur lutte pour le droit aux études, leur résistance à un aspect de l'offensive anti-ouvrière de la bourgeoisie, que leur action rejoint celle de tous les travailleurs. Pour organiser cette résistance, les étudiants disposaient d'un instrument, un syndicat, l'Union nationale des étudiants de France. La place de l'UNEF. Dans le mouvement ouvrier. C'est dans IES conditions créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale par la montée de la classe ouvrière, par les positions que le mouvement ouvrier a alors conquises, que le mouvement étudiant a pu s'arracher au corporatisme, se définir comme le syndicat des jeunes travailleurs intellectuels dont les revendications spécifiques étaient liées aux problèmes d'ensemble du mouvement ouvrier. L'UNEF devait de ce fait, comme syndicat relevant du mouvement ouvrier, jouer à plusieurs reprises, et ce en dépit des faiblesses de sa direction, un rôle positif pour l'ensemble de la classe ouvrière et de la jeunesse. En particulier, c'est à elle que l'on doit la première manifestation de masse contre la guerre d'Algérie, organisée après la venue de De Gaulle au pouvoir, la manifestation du 27 octobre 1960, à laquelle en particulier s'est associé le syndicat des monteurs-liévageurs charpentiers en fer CGT. Détruire l'UNEF a d'ailleurs depuis été l'un des buts du régime. L'attaque directe, soutien d'associations opposées à l'UNEF, pression financière, etc., s'est accompagnée de tentatives de désagrégation, facilitées par la carence des directions de l'UNEF, politiquement liées au PSU depuis quelques années. Se refusant à poser la question des revendications étudiantes en liaison avec la lutte d'ensemble de la classe ouvrière, ce qui l'aurait amené à s'opposer aux appareils contrôlant le mouvement ouvrier, la direction de l'UNEF se réfugie dans la fiction selon laquelle les problèmes étudiants pourraient être résolus dans le seul cadre de l'université. Aussi, au moment où les étudiants font l'expérience du sort que leur réserve la bourgeoisie et son État, leur organisation syndicale est incapable d'animer leur lutte et est au contraire menacée d'effondrement. La défense de l'UNEF. Et le rôle des ETUDIANTSREVOLUTIONNAIRES. Regroupés depuis 1961 dans le Comité de liaison des étudiants révolutionnaires, CLR, une avant-garde politique se fixe comme tâche prioritaire la défense de l'UNEF. Défendre l'UNEF. C'est d'abord assurer les moyens du combat. Au congrès qui se tient à Lyon, en juillet 1967, les étudiants révolutionnaires montrent la voie, celle de l'unité des luttes étudiantes et de celle livrée par l'ensemble de la jeunesse et des travailleurs, la voie du Front uni. Ils font adopter le mot d'ordre d'une manifestation centrale des étudiants à Paris, devant le ministère de l'Éducation nationale, en province devant les préfectures ainsi qu'une révolution sur la défense de la sécurité sociale et de la mutuelle nationale des étudiants, par une manifestation organisée par l'UNEF et les centrales ouvrières. La série de manifestations qui marque le passage de Perfit dans toutes les villes universitaires, la manifestation à Paris, le 9 novembre, de 5000 étudiants prépare la réalisation de cette perspective, mobilise les étudiants. Les luttes se développent encore à partir de janvier.
À Caen, à Nantes, à Montpellier, à Nanterre, à Nancy, les étudiants devaient affronter les forces de répression. Finalement, l'UNEF et la FRUF, Fédération des résidents universitaires, décidaient une manifestation devant le ministère de l'Éducation nationale, le 14 mars. Mais en fait, le Bureau national se refusa à la préparer. Le 13 mars, on ne savait pas encore d'où partirait la manifestation. Finalement, 5000 étudiants sont rassemblés à la Halle aux Vins et marchent sur le ministère. Mais les conditions de la préparation contraignent les manifestants à céder la rue aux importantes forces policières qui leur barrent le passage. Cette dérobade du Bureau national sera l'occasion d'une opération préventive, montée par la bourgeoisie avec la complicité de la direction du PAGE-CF, dirigée d'abord contre les étudiants révolutionnaires, mais qui en définitive vise l'UNEF. Une Opération PREVENTIVE. Le 17 mars, se réunit une assemblée générale de l'UNEF. Le CLER invite les étudiants à se rendre aussi nombreux que possible à cette assemblée, pour demander des comptes au Bureau national. Celui-ci passe un accord avec les éléments staliniens. L'assemblée aura lieu à la mairie de Colombes, municipalité communiste, sous la protection d'un service d'ordre central du PAGE-C. Contrairement à ce qui est généralement le cas, le huis clos est imposé. Les délégués, régulièrement mandatés qui sont solidaires du CLER, s'opposent à cette décision mais la respectent à partir du moment où elle est adoptée. À aucun moment les militants du CLER n'ont tenté par la force de briser ce huis clos. Les militants du CLER, en nombre et disciplinés, sont effectivement demeurés à l'extérieur de la salle. Leur présence était la seule garantie du respect de la libre expression à l'intérieur de l'Assemblée, où les éléments staliniens multipliaient les provocations, dans la mesure où elles montraient aux hommes de main de l'appareil qu'ils n'étaient pas maîtres du terrain. Le maire stalinien de Colombes fit alors appeler un détachement de gendarmes mobiles pour qu'ils dégagent les abords de la mairie. Devant la situation créée par l'intervention de la police, les associations générales d'étudiants de Besançon, de Clermont-Ferrand, des étudiants et techniciens supérieurs, de Nanterre, des groupes d'étudiants en lettres, Sorbonne, quittent l'Assemblée. Après cet épisode, l'ensemble de la presse se déchaîne. C'est d'ailleurs, et cela ne manque pas de saveur quand on sait ce qui s'est passé par la suite, la direction de l'UNEF qui donne le signal par une déclaration adoptée par ceux qui ont continué à siéger sous la double protection de l'appareil stalinien et des forces de l'ordre. Le Monde, 20 mars, l'UNEF, le comité de liaison des étudiants révolutionnaires exerce une action terroriste. De nombreux incidents ont éclaté ces derniers temps, à Paris, notamment à l'UNEF et à la Mutuelle des étudiants, provoqués par des étudiants du CLER. Invasion de bureaux, sabotage systématique des assemblées d'étudiants, pression physique exercée sur les responsables pour obtenir des modifications dans des textes adoptés ou dans la composition de listes électorales, échange de coups. Jeudi dernier, les militants du CLR ont exigé, lors de l'Assemblée générale de la section parisienne de la Mutuelle, le départ des représentants de la Fédération nationale des étudiants de France qui y siégeaient régulièrement, puis l'annulation des élections qui devaient se dérouler pour l'élection des conseils d'administration, n'ayant pu obtenir une solution à leur avantage. À l'Assemblée générale de l'UNEF, qui s'est tenue dimanche à Colombes, les militants du CLR, qui étaient venus en force, ont quitté la séance, un important service d'ordre ayant été mis en place avec l'aide du Parti communiste. Le CLER est proche du groupe Lambert, qui est né d'une scission de la 4e internationale trotskiste, et des militants de l'école émancipée au sein de la Fédération de l'éducation nationale. Ces slogans sont axés sur la lutte contre toutes les bureaucraties, et sur l'organisation de manifestations dans la rue avec les ouvriers. Ils participent à la rédaction du périodique Révolte. Combat 20 mars, la farce de Colombes, par J-Jacques Guillet. C'est pour échapper aux trotskistes du comité de liaison des étudiants révolutionnaires, appartenant au groupe des révoltés, qui désiraient prendre la direction de l'UNEF, que le bureau de celle-ci se décida à l'exil. Ce n'est donc plus à des assemblées générales de l'UNEF que l'on assiste, mais à des farces. Des farces qui pourraient faire rire si derrière elles ne se cachait l'intérêt profond des étudiants. De celui-ci on n'a pas parlé, on n'a pas eu le temps. D'ailleurs n'est-il pas totalement oublié ?
de même que la représentativité de l'UNF puisque 170 mandats seulement étaient valides, alors que les associations parisiennes non engagées politiquement en représenteraient à elles seules 300 si on ne les avait arbitrairement suspendues? Il est temps que les étudiants mettent fin à cette mascarade, qu'ils soient informés de la façon dont leurs représentants les traitent. L'Humanité, 19 mars. Les trotskistes du Comité de liaison des étudiants révolutionnaires, qui ont récemment perpétré plusieurs coups de force contre les organisations étudiantes démocratiques, avaient voulu empêcher la réunion de cet AG de l'UNEF. Ils ont rassemblé plusieurs dizaines de membres de leurs troupes d'assaut devant le local de la réunion, mais les militants de l'UNEF, mobilisés pour défendre leurs syndicats, les ont tenus à distance et les travaux se sont déroulés normalement. Une motion a d'ailleurs été votée à l'unanimité par les AGE, pour que celle-ci dénonce partout publiquement l'activité et les méthodes du CLER, dirigé contre le mouvement étudiant et les syndicats ouvriers. Les conditions de la REPRESSION. La bourgeoisie ne s'est pas trompée sur l'importance des luttes étudiantes. Elle ne s'est pas trompée sur la portée du regroupement d'une avant-garde politique parmi les étudiants. L'appareil stalinien non plus. Et c'est la campagne commune menée par la bonne presse et l'humanité qui crée les conditions de la répression. Les étudiants violents et irresponsables sont désignés à la vindicte publique. L'appareil stalinien pèse de tout son poids pour les isoler de l'ensemble des travailleurs, et par ses dénonciations des gauchistes donne non seulement sa caution, mais appelle directement à la répression contre les éléments les plus avancés du mouvement. Les conditions de la répression sont ainsi créées. Les groupes fascistes vont pouvoir provoquer et l'État frapper. Mais la réaction de l'ensemble de la bourgeoisie, soutenue par l'appareil stalinien, s'explique par la combativité des étudiants. Il faut la traduire politiquement d'une manière organisée, assurer sa liaison avec les luttes de toutes les couches de la classe ouvrière et de la jeunesse. C'est en relation avec les besoins de l'action que se fonde à Paris, les 27 et 28 avril 1968, la Fédération des étudiants révolutionnaires, organisation dissoute le 12 juin 1968. La conférence constitutive de la FER réunit 200 délégués qui représentent environ 1000 militants, en plus de Paris, dont toutes les facultés étaient représentées, les délégués venaient de 18 villes universitaires. La FER ne surgit pas comme conséquence d'une simple proclamation, mais comme résultat des luttes dans lesquelles les militants révolutionnaires sont intervenus. Elle intègre l'activité passée du CLER comme celle des militants qui se sont rassemblés dans les comités de lutte contre le plan Fouchet. Organisation politique, la FER ne saurait se déterminer en fonction d'impératifs purement étudiants. Elle est l'expression organisée, dans le milieu étudiant, de l'action menée pour la construction d'une organisation révolutionnaire de la jeunesse, regroupant les jeunes travailleurs manuels et intellectuels dans la lutte pour le socialisme. Mais précisément ce rôle, elle ne peut le jouer qu'en combattant sur son propre terrain, celui de la résistance des étudiants refusant la déchéance, défendant leur droit aux études et à la qualification, rejoignant dans ce combat l'ensemble de la jeunesse travailleuse. Étendant l'organisation syndicale des étudiants, l'UNEF, non pour la transformer en fédération des étudiants révolutionnaires comme le prétend mensongèrement un journaliste du Figaro, M. Papillon, mais comme organisation de masse capable de rassembler les étudiants dans la lutte, la FER ouvre, en se battant pour la manifestation centrale de la jeunesse, pour le Front unique ouvrier, pour la construction d'une organisation révolutionnaire de la jeunesse, une perspective politique au mouvement étudiant qui est s'apostrophe. Il reste isolé, et voué à l'impasse. Impasse que traduisent des phénomènes comme ceux qui se produisent à la faculté de Nanterre. Ce serait pure illusion que de croire que le mouvement étudiant puisse se développer sans confusion, sans qu'apparaissent en son sein des tendances politiquement rétrogrades. Couche opprimée de la petite bourgeoisie, la jeunesse étudiante est très directement soumise aux pressions de la classe dominante et de son idéologie. Elle ne peut s'en émanciper que par la lutte politique qui l'intègre au combat d'ensemble livré par la classe ouvrière, pour la transformation socialiste de la société. La politique contre-révolutionnaire des appareils qui présentement contrôlent le mouvement ouvrier est un facteur déterminant dans l'orientation fausse des étudiants ou des groupes qui déclarent que la classe ouvrière n'est pas révolutionnaire,
ou qui, ne voyant pas la possibilité de l'unification des luttes, retrouvent les vieilles illusions du populisme sur des actions exemplaires qui pourraient électriser la classe ouvrière, ou qui encore échafaudent les plans d'une utopique révolution de la seule institution universitaire. Que ces tendances s'expliquent note rien à leur caractère démobilisateur. Enliser la lutte des étudiants dans une contestation de l'enseignement, lui offrir le mirage d'une université critique, oasis libre dans le désert de la morne société industrielle, n'est en définitive que la reprise sous un vocabulaire d'allure révolutionnaire, des douceâtres homélies sur la possibilité d'une réforme démocratique de l'université dans le cadre de la société capitaliste. C'est sur cette voie de garage que certains voulaient entraîner le mouvement étudiant. Parmi eux Daniel Cohn-Bendit, qui acquit rapidement une certaine renommée publique, puisqu'il fut dès le mois d'avril interviewé par Radio Luxembourg et qui fut l'un des initiateurs du mouvement dit du 22 mars. Ainsi appelé parce que le 22 mars, des militants étudiants avaient occupé les bâtiments administratifs de la faculté de Nanterre pour protester contre l'arrestation de membres du comité Vietnam national. Si dans le cours du développement de la lutte, ces tendances, du fait de la politique des directions de la classe ouvrière et de la faiblesse de l'avant-garde, joueront un rôle important, il faut souligner que la place que tint cette activité critique et contestataire fut loin d'être déterminante comme l'a prétendu la presse bourgeoise intéressée à mettre en vedette ce qui, en définitive, ne menaçait pas réellement sa domination. Mais ainsi que l'explique Informations ouvrières du 4 mai, dans le contexte de la situation explosive qui se créait parmi les étudiants, même cette activité ne pouvait plus être tolérée. La violence élémentaire des jeunes, si elle se dirige vers des réformes de structure, est certainement condamnée en tant que violence par l'État bourgeois, mais l'essentiel dans ce cas est que la colère ne se concentre pas contre l'État bourgeois. C'est ainsi que la bourgeoisie a toléré les actions du type université critique, à l'intérieur de la faculté de Nanterre, tout en les contenant. Mais ces actions tendent d'elles-mêmes à s'élargir au niveau des problèmes généraux de l'État. C'est pourquoi, après la recherche de la plus grande confusion possible, l'heure de la répression est venue. Le 27 avril, sur la base d'un amalgame, il y a eu des attentats contre des édifices américains à Paris. Daniel Cohn-Bendit est arrêté, il sera d'ailleurs rapidement relâché. La FER qui vient d'être fondée, réagit immédiatement. Elle diffuse largement un tract. La REPRESSION s'amorce. ETUDIANTS, ETUDIANTES, vous êtes tous concernés, dans lequel elle appelle à lutter pour la défense des libertés démocratiques. En même temps, elle se délimite clairement de l'orientation de Cohn-Bendit. La FER s'affirme ainsi fidèle à un principe vital de la politique révolutionnaire. Contre la répression bourgeoise, les libertés démocratiques pour toutes les tendances du mouvement ouvrier doivent être inconditionnellement défendues. Cette défense commune ne serait qu'un leurre, si chaque tendance ne continuait pas le combat pour sa politique. Ce tract est reproduit en annexe, document numéro 1. Cependant la répression s'accentue. 7 étudiants de Nanterre, dont Michel Pourny, membre du bureau national de la FER, sont déférés devant le conseil de discipline. Le doyen Grappin ferme Nanterre sine die. Voir en annexe, document numéro 2, la déclaration de Michel Pourny devant le conseil de discipline. Les éléments fascistes incendient le local de la Fédération des groupes d'études de lettres. Occident, appel au meurtre contre les militants étudiants. C'est dans ces conditions que l'UNEF appelle à un meeting de protestation à la Sorbonne, le vendredi 3 mai. L'appareil stalinien donne le feu vert, le gouvernement passe à l'attaque. À la une de l'Humanité du vendredi 3 mai,
un pavé, la faculté de Nanterre fermée à partir d'aujourd'hui, page 6. En page 6, on trouve la reproduction de la déclaration du doyen Grappin et ce commentaire. Ainsi les activités des groupes pseudo-révolutionnaires, que nous n'avons cessé de dénoncer, ont abouti à une mesure qui lèse gravement la masse des étudiants. Par contre, à la première page, sur 3 colonnes, commence un long article de Georges Marseille, membre du bureau politique du page CF, intitulé « De faux révolutionnaires à démasquer ». Les groupuscules gauchistes s'agitent dans tous les milieux, déclare Marseille. Non satisfait de l'agitation qu'ils mènent dans les milieux étudiants, agitation qui va à l'encontre des intérêts de la masse des étudiants et favorise les provocations fascistes. Voilà que ces pseudo-révolutionnaires émettent maintenant la prétention de donner des leçons au mouvement ouvrier. Ces faux révolutionnaires doivent être énergiquement démasqués car objectivement, ils servent les intérêts du pouvoir gaulliste. Et Marseille de conclure, c'est pourquoi il faut combattre et isoler complètement tous les groupuscules gauchistes. La direction du page CF donne là sa caution, et appelle directement à la répression. Elle assure le régime que la force immense de son appareil sera utilisée pour isoler les étudiants. Le gouvernement peut passer à l'attaque. La police entre à la sorgue, l'université est fermée. Les projets de l'État sont clairs. Il s'agit de casser les reins au mouvement étudiant, et en même temps, de donner un avertissement net à toutes les catégories de la population travailleuse, aux ouvriers comme aux paysans. Voilà ce qui vous attend si vous cherchez à défendre vos revendications, à vous opposer aux exigences du capital. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. La réaction des étudiants qui se sont battus constitue un facteur nouveau. Nous avons souligné la succession de combats qui avaient préparé cette réaction, l'intervention politique qui l'avait nourrie. Elle exprimait un mouvement profond qui allait s'approfondir et s'amplifier. Dès le 3 mai au soir, l'UNEF lance un ordre de grève générale dans toutes les universités et le SNE. SUP. Syndicat national de l'enseignement supérieur, s'y associe. Les éléments petits bourgeois à la Cohn-Bendit, avec l'erroné que les syndicats étaient dépassés. Les syndicats sont des bordels et l'UNEF une putain, avait-il inscrit sur les murs de Nanterre. Dès que la lutte réelle commence pourtant, l'UNEF retrouve toute son importance, en dépit des hésitations et des faiblesses de sa direction. Par son intervention responsable, en tant qu'organisation syndicale des étudiants, elle fait de la lutte contre la répression l'affaire de la masse des étudiants en même temps qu'elle place les organisations ouvrières devant leurs responsabilités. Elle est le moyen de la mobilisation des étudiants, en même temps qu'elle permet un véritable combat pour le front unique. C'est à partir de cette réalité que la FER et Révolte, dès le 4 mai au matin, diffuse massivement un tract qui s'adresse aux travailleurs et aux jeunes. Nos LIBERTES sont les VOTRES. Tract reproduit dans les annexes, document numéro 3. C'est eux qui étaient en jeu. Il n'y a pas de problème étudiant, mais des aspects étudiants de problèmes généraux, affirmait la Charte de Grenoble de 1946. 24 heures d'affrontement ont suffi pour que le problème général, qui était en cause, soit clairement posé. Jusqu'où irait-on vers l'État policier ? Jusqu'où irait-on dans l'arbitraire et la répression ? Aujourd'hui contre les étudiants, demain contre n'importe quelle catégorie de travailleurs ? Et la réponse était jusqu'au bout si la classe ouvrière unie ne fait pas face. Le samedi 4 mai, l'État a les mains libres. Il décide d'accentuer la répression. Le ton est donné par Le Figaro qui parle en ces termes des manifestants. Étudiants et jeunes ? Il relève de la correctionnelle plutôt que de l'université. Qu'à cela ne tienne, Le Figaro est entendu. Si les universités sont fermées, les tribunaux sont ouverts. On convoque les juges en toute hâte, beauté de l'indépendance de la magistrature, et l'on expédie en flagrant délit 2 fournées de manifestants. Des condamnations avec sursis, et 4 condamnations à 2 mois de prison ferme. C'est ce qui s'appelle faire un exemple. Il est vrai que l'État peut se sentir rassuré, l'appareil du page CF continue à jouer son rôle. En première page de l'Humanité, il y a une belle photo de manifestation. C'est celle d'une manifestation à Madrid. C'est d'ailleurs le seul quotidien qui ne consacre pas en première page un seul mot à ce qui s'est passé vendredi soir. En 4e page, par contre, on dénonce fermement les étudiants.
Georges Bouvard écrit notamment « Comment qualifier ceux qui, par leurs agissements irresponsables, leur violence, leurs injures ont provoqué cette situation ? Les étudiants sont à même de vérifier où le pouvoir trouve finalement ses meilleurs alliés. » Et Bouvard d'ajouter, sage conseil, être révolutionnaire ce n'est pas jouer à l'émeute, mais travailler à imposer ces grands changements qui permettront de bâtir l'université démocratique. Dans la même page voisine une déclaration commune de la Fédération de Paris du PAGE-CF et de l'Union des étudiants communistes, et une déclaration de la municipalité communiste de Nanterre. Presque identiques, elles assurent l'une et l'autre que les responsables gauchistes prennent prétexte des carences GVV-Nemenfal et spéculent sur le mécontentement des étudiants pour tenter de bloquer le fonctionnement des facultés. À croire que ce sont les groupuscules qui ont investi et fermé Nanterre et la Sorbonne. Mais le fond de la politique du PAGE-CF se révèle ici sans phare. S'il ne s'agit que de carences, il suffit d'y remédier pour que tout aille bien. Cependant, les dirigeants des organisations syndicales se taisent. Le numéro d'information ouvrière qui paraîtra le 6 mai souligne la gravité de l'enjeu. Chaque militant, chaque travailleur doit être conscient de ce qui est aujourd'hui en jeu. Au moment de son 10e anniversaire, le régime gaulliste né du coup de force militaire du 13 mai par la répression qu'il engage contre les étudiants, fait un pas de plus vers le régime policier. Le démantèlement de la sécurité sociale, l'ensemble des ordonnances édictées jusqu'à présent, ne représente que le commencement des mesures nécessaires au capitalisme français. Pour faire passer dans les faits ces mesures, il faudra s'attaquer au mouvement ouvrier, arracher aux travailleurs les libertés qui leur permettent de s'organiser pour se défendre. C'est cela qu'annonce la répression contre les étudiants. Pour la première fois depuis 1940, un gouvernement a osé répéter ce qu'avaient fait la Gestapo et Pétain. Fermer la Sorbonne, y faire pénétrer les forces policières. En brisant les traditionnelles libertés universitaires, en réprimant sauvagement les manifestations étudiantes, l'État montre comment il entend imposer l'ordre nécessaire à la poursuite de l'exploitation, comment il entend traiter, si la résistance unie de la classe ouvrière ne lui interdit pas, toutes les catégories de travailleurs. Ce sont les libertés démocratiques les plus élémentaires qui sont en cause. On ment lorsqu'on prétend que les étudiants défendent des intérêts particuliers. En luttant pour le droit aux études, ils participent au combat général contre la misère et la déchéance. En luttant contre la répression policière, ils défendent les libertés de tous les travailleurs. Contre une attaque qui nous vise tous, organisons une résistance commune, pour la défense des libertés démocratiques, contre la répression policière, unité des travailleurs et des étudiants, unité de l'UNEF, des syndicats ouvriers et enseignants. Pour faire reculer le gouvernement, manifestation centrale des travailleurs, jeunes et étudiants. Le lundi 6 mai, à l'appel de l'UNEF. La riposte massive des ETUDI à NTS et des jeunes transforme la situation. Face à cette situation, une écrasante responsabilité pèse sur l'UNEF. L'État peut concentrer son attaque sur elle. L'attitude de la direction du PAGE-CF et de la CGT, si elles ne convainquent pas les travailleurs que les étudiants sont des provocateurs, rend impossible toute réaction immédiate de la majorité de la classe ouvrière, sème la confusion parmi les militants. L'UNEF est effectivement isolée au moment où il faut engager une bataille, dont dépend beaucoup plus que son sort. Certes, la rapidité et l'ampleur de la réaction des étudiants dès vendredi contraignent sa direction à la lutte en même temps qu'elle persuade ses dirigeants que la lutte est possible. Mais l'ordre de grève lancé, plusieurs dangers menacent de faire avorter la résistance qui commence à s'organiser. Tirant prétexte de son isolement, la direction de l'UNEF pourrait se contenter, en attendant que cet isolement soit rompu, d'une protestation platonique, renonçant à lutter réellement contre la répression, renonçant à défendre pratiquement le droit de manifestation. Mais son isolement ne peut être rompu que par le combat, par la mobilisation massive des étudiants. Attendre serait permettre au gouvernement de frapper encore plus fort. Ou bien, acceptant son isolement, l'UNEF pourrait entraîner les étudiants dans un combat, héroïque peut-être mais sans perspective, alors que la situation impose que l'UNEF, affirmant la gravité de la situation, appelle à la lutte les organisations ouvrières, les travailleurs, les jeunes.
La direction de l'UNEF fera à cette étape face à ses responsabilités. C'est la résistance immédiate et déterminée des étudiants, combinée avec l'intervention des militants de la FER, qui détermine en commun avec les dirigeants de l'UNEF les modalités de l'action à entreprendre, qui explique ce fait. Il montre la réalité d'une orientation basée sur le front unique. Il prouve que la définition de l'UNEF comme syndicat n'est en rien formelle. Il souligne que ses dirigeants ne constituent pas un appareil au sens où l'on peut employer ce terme pour les directions réformistes et staliniennes, qu'ils peuvent évoluer. Il confirme la justesse de la ligne suivie pendant des années, contre tous les autres courants par les étudiants révolutionnaires. L'UNEF appelle la population à participer massivement à la manifestation qu'elle organise le lundi 6 mai, en même temps qu'elle invite les syndicats ouvriers et enseignants à organiser la lutte avec elle. De plus, et ceci n'est nullement un détail, alors que la manifestation était initialement prévue pour 9 heures du matin, ce qui l'aurait fatalement réduite aux seuls étudiants, elle est convoquée pour 18h30 à Denfert-Rochereau. L'UNEF s'exprime par un tract que nous reproduisons ci-dessous, tract qui fut massivement distribué dans les entreprises, et ce notamment par les militants de la FER, soutenus par l'avant-garde ouvrière rassemblée autour d'Informations ouvrières. Appel à la population. La violque TCC policière a réprime sauvagement les étudiants dans la soirée du vendredi 3 mai. 593 arrestations, des centaines de blessés. Comme les ouvriers de Caen et d'ailleurs, les étudiants, les passants ont été frappés par une répression féroce. En effet, leur lutte est fondamentalement la même. Les ouvriers refusent la société qui les exploite, les étudiants refusent une université qui tente à faire d'eux les cadres dociles d'un système fondé sur l'exploitation, parfois même les complices directs de cette exploitation. La presse réactionnaire vise à présenter le mouvement étudiant comme une révolte de jeunes privilégiés, et cherche à nous couper de nos alliés naturels. La bourgeoisie sait en effet que c'est aux côtés des travailleurs et à leur côté seulement, que les étudiants peuvent vaincre. Contre ce mur du mensonge, les étudiants doivent faire connaître à la population les mobiles de leur combat. La bourgeoisie cherche à isoler et à diviser le mouvement. La riposte doit être immédiate. C'est pourquoi l'UNEF propose aux syndicats enseignants et ouvriers de reprendre le processus unitaire qui s'est opéré dans les faits pendant la manifestation. Ouvriers, lycéens et étudiants ont ensemble riposté spontanément avec l'UNEF face à l'agression policière. Contre la répression policière, contre la presse réactionnaire, contre l'université bourgeoise. Grève générale dès lundi. Et jusqu'à libération de tous nos camarades, participez massivement à la manifestation au quartier latin à 18h30 lundi. Étudiants, organisez-vous dans vos facultés en comité de lutte UNF de base, par discipline, par année, pour poursuivre la lutte en particulier devant l'échéance des examens. Une permanence sera désormais assurée à l'UNEF pour organiser la mise en place de tels comités. Les camarades blessés au cours de la manifestation, ou témoins des agressions des forces de police sont priés de se mettre en rapport avec l'UNEF. Nous sommes un groupuscule. Dès le matin du 6 mai, au quartier latin, il y a des heurts entre les étudiants qui s'y trouvent nombreux et la police. L'après-midi, les accrochages se succèdent, notamment place Maubert. Puis, vers 18h, les divers groupes convergent sur Denfert-Rochereau où commence à se rassembler la masse des manifestants. Car il s'agit d'une niasse, 20 000 manifestants. Une énorme majorité de jeunes, une majorité d'étudiants, mais ils ne sont pas seuls, des enseignants sont présents ainsi que des travailleurs, surtout des jeunes travailleurs. 20 000 manifestants, en dépit de la campagne du page CF, en dépit du fait qu'aucune centrale n'a soutenu la manifestation, malgré les violences policières et la menace d'une répression accrue. Nous sommes un groupuscule, clament les manifestants par dérision. Puis les mots d'ordre de combat s'imposent, libérez nos camarades, à bas la répression. L'Internationale s'élève. Des forces de police considérables sont en place. Compagnie d'intervention de la préfecture, CRS et gendarmes mobiles. Boulevard Saint-Germain, elle donne l'assaut. La rue reste aux manifestants. Mais la manifestation ne se disloque pas sous le choc. Les jeunes se déyankiant. Ils tiennent la rue en dépit des charges furieuses et répétées de la police.
Les blessés sont nombreux, et parmi les premiers Christian de Bresson, secrétaire de la Fédération des étudiants révolutionnaires. Au matraquage sauvage s'ajoutent les effets des grenades, grenades lacrymogènes, grenades au chlore qui provoquent de graves brûlures, grenades offensives aussi. À plusieurs reprises, CRS et gendarmes mobiles doivent reculer. Le reporter du Monde parle d'une incroyable résistance. Des barricades s'improvisent, non comme résultat du plan savant de quelques géniales stratèges du combat de rue, comme l'expliquent les amateurs de feuilleton, mais parce qu'il s'agit d'un moyen qui s'impose lorsqu'on fait face les mains nues à une troupe armée et déchaînée pour en freiner les assauts. Et les pavés répondent aux grenades. La police ne parvient pas à briser la manifestation et c'est seulement à 22h, lorsque l'UNEF en donne l'ordre, qu'elle se dispersera. La rue est restée aux manifestants. Le droit démocratique élémentaire de manifestation a été victorieusement défendu. La situation se modifie. Le succès de la manifestation, le courage, la détermination, le sens de l'organisation des jeunes qui au premier rang ont fait face sans céder à la brutalité policière commencent à modifier la situation. Il ne s'agit plus d'une réaction à la provocation du pouvoir. Il s'agit du début d'une contre-offensive. L'ampleur et le caractère de la manifestation démontrent puissamment qu'il ne s'agit pas du chahut irresponsable de quelques fils de bourgeois comme voudrait le faire croire l'humanité, mais d'une bataille politique qui concerne tout le mouvement ouvrier. Pour la première fois à Paris, depuis des années, une manifestation tient la rue contre les forces de police sans qu'elles soient rapidement disloquées ou au contraire écrasées. Les forces de répression n'ont pu l'emporter. L'importance de ce qui vient de se passer, tous les travailleurs le ressentent. Oui, le combat est possible, le pouvoir n'est pas invincible. La radio, dont Main sociologue a expliqué qu'elle était l'un des moyens de l'intégration de l'ouvrier à la société de consommation, a dans tous les coins du pays fait vivre à des millions d'hommes et de femmes la manifestation alors même qu'elle se déroulait. Les travailleurs ont vibré à l'unisson des jeunes qui se battaient, senti grandir leur colère contre les exploiteurs et leur police en même temps que se renforçait la conviction qu'ils pouvaient être balayés. En même temps, à l'échelle nationale, l'UNEF affirmait sa représentativité. La grève s'étendait à la plupart des facultés, suivie aussi par les enseignants en dépit des efforts des staliniens de briser la grève. Ainsi à Amiens, où des éléments de l'UEC contrôlaient l'Association générale des étudiants, c'est à coups de matraque que le secrétaire et ses hommes accueillent les militants de toute tendance qui voulaient préparer la grève. Meetings et manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes. À Clermont-Ferrand, à la manifestation organisée par l'UNEF se joignent de nombreux travailleurs. À Grenoble, 2500 étudiants et travailleurs défilent et se heurtent violemment aux forces de répression. Plusieurs blessés, 7 arrestations. Le 7 mai, la jeune garde Le combat paye. Le combat paie. Les étudiants pouvaient s'en convaincre par un simple coup d'œil jeté sur la grande presse. Ils étaient devenus infiniment plus respectables que la veille. Si l'on dénonçait toujours émeutiers et organisateurs de la violence, on donnait dans le sérieux. L'ineffable Papillon du Figaro qui vouait les étudiants à la correctionnelle écrit « Il ne s'agit donc pas d'une poignée de trublions, mais d'un mouvement qui a pris de l'ampleur en marchant. » Et de conclure « Il n'y a pas d'autre solution raisonnable que le dialogue. » C'est affaire de sang-froid, de bonne volonté de part et d'autre. Est-ce trop demandé ? Plus significatif, les organisations syndicales sortent de leur silence. Certes, ce n'est pas pour se solidariser avec l'action des étudiants. Le Syndicat général de l'éducation nationale, CFDT, refuse toute solidarité avec les groupes dont l'action incohérente compromet une véritable réforme et peut populariser la politique gouvernementale de sélection. Le bureau CNN fédéral de Force ouvrière stigmatise les excès des meneurs irresponsables et les violences qui en résultent. Mais il leur faut en même temps reconnaître la gravité du problème, le fait que la répression ne saurait être une solution. Typique est la déclaration du secrétaire général de la CGT, Georges Segui, faite au cours de la conférence de presse qu'il donne pour présenter le programme du Festival des jeunes travailleurs qui doit avoir lieu le 17 mai. La solidarité entre les étudiants, les enseignants et la classe ouvrière est une notion bien connue de tous les militants de la CGT.
C'est une tradition qui nous incite justement à n'avoir aucune complaisance envers les éléments troubles et provocateurs qui dénigrent la classe ouvrière. Avec d'autres gauchistes, ces éléments s'emploient à vider le syndicalisme étudiant de son contenu revendicatif, démocratique et de masse, au détriment de l'UNEF. L'orientation reste la même, mais Segui a dû commencer par dire « La violente répression dirigée contre les étudiants indigne les travailleurs. Nous réprouvons et dénonçons les brutalités policières, l'irruption de la police dans l'université et la fermeture de 2 facultés à la veille des examens. Nous exigeons la libération des étudiants emprisonnés, nous tenons le pouvoir pour principal responsable. » De même l'humanité, si elle continue le 7 mai à chercher à isoler les étudiants en poursuivant la dénonciation des agissements des groupes irresponsables dont les conceptions n'offrent aucune perspective aux étudiants, déclaration des élus communistes de la région parisienne, doit titrer « Escalade de la violence policière au quartier La Faim. Le responsable c'est le gouvernement. » La classe OUVRIERE ne reste pas passive. C'est que l'opposition ouverte des appareils à la résistance des étudiants, leur alignement sur les besoins du gouvernement, ne saurait se poursuivre sans amener une crise. La volonté des travailleurs d'affirmer, dans l'action leur solidarité avec les étudiants en lutte contre l'État policier, grandit. Dès le 4 mai, les militants de la région parisienne de l'Organisation communiste internationaliste et des comités de coordination pour l'unité avec ceux de Révolte et de la FER, œuvreront pour que cette solidarité s'exprime par une manifestation centrale, organisée par les syndicats et les partis qui se réclament de la classe ouvrière. Ce n'est pas par souci de propagande que nous ne citons que ces militants-là. Après tout, ce qui compte d'abord c'est la politique défendue et non le degré d'activité. Mais c'est un fait qu'à cette étape, ils sont seuls à mener ce combat, aucun des groupes ou organisations qui se réclament de la révolution socialiste n'y prend à leur part. Ils agiront à l'intérieur des entreprises et des syndicats comme par la diffusion massive de tracts. Le 6 mai au matin, ce sont les militants de la FER qui distribuent à la porte des grandes entreprises de la région parisienne, comme Renault, l'appel de l'UNEF. Les responsables tentent de provoquer mais ils se heurtent au désaveu des travailleurs. Pourtant les travailleurs s'interrogent, l'action est-elle possible ? Où mène l'agitation qu'ont déclenchée les étudiants ? Les manifestations du 6 apportent la réponse et le 7, dans les entreprises et les usines, l'atmosphère commence à changer. Le combat est possible et ce combat que livrent les étudiants, il est celui des travailleurs. Des discussions politiques commencent avec les militants étudiants. Il ne s'agit pas de la rencontre de 2 mondes, celui des universités, celui des usines. Il s'agit tout simplement d'une recherche des moyens d'unifier le combat commun. Par leur résistance, les étudiants ont mobilisé, unifié tout un secteur de la jeunesse qui relève de la lutte des classes, le secteur étudiant le dressant contre l'État. Sans exagération aucune, on peut dire que ce combat, même si le poids du secteur étudiant est bien entendu par lui-même moins décisif, a pour l'ensemble de la classe ouvrière la signification de la grève des mineurs. Les mineurs ont gagné un sursis à toute la classe ouvrière pour s'organiser. Dans la situation où elle se déroule, la lutte étudiante ouvre à la classe ouvrière la voie de l'action. C'est cela qu'exprime, par exemple, le tract diffusé à Nantes le 7 mai par les militants de Révolte et d'Information ouvrière dans le cadre de la préparation de la journée d'action contre le chômage, organisée par les syndicats dans tous les départements de l'Ouest le 8 mai. Le matraquage des étudiants au quartier latin, c'est la mise en place d'un État policier. À bas les tribunaux d'exception, de Caen et de Paris. En Loire-Atlantique, le 8 mai, une grève générale de 24 heures est décidée par les unions départementales. Cette journée d'action doit être l'étape de la préparation de la grève générale des travailleurs, des étudiants, des enseignants. Contre le régime de la matraque. Contre les bas salaires et le chômage. Les organisations ouvrières et le syndicat étudiant doivent prendre leurs responsabilités. La lutte des étudiants ne peut réussir qu'en jonction avec celle des classes ouvrières et paysannes. Travailleurs et ETUDIANTS manifesteront. Le 8 mai à 15h. Place de la Duchesse Anne au coude à coude, pour riposter massivement à l'attaque du pouvoir et du patronat. Des garanties tout de suite. Fini la répression. À bas les matraques.
Libération immédiate des étudiants emprisonnés. Abrogation des peines de prison. Pas un seul licenciement. Après Caen, c'est Paris. Le préfet doit donner des garanties. Non au CHOMAGE. Non à la dictature. Révolte Information Ouvrière. Fédération des étudiants révolutionnaires, Comité de coordination des travailleurs de Nantes. Le 7 mai 1968. La résistance des étudiants peut amorcer la mobilisation de l'ensemble de la classe. C'est cela qui détermine la prudence, les hésitations du gouvernement. L'appareil ne peut continuer à faire barrage aux aspirations des travailleurs, à leur volonté de ne pas laisser seuls les étudiants qu'à certaines conditions. Intensifier la répression, c'était du même coup accroître cette volonté, menacer de faire sauter la digue dressée par les appareils bureaucratiques. Mais céder, c'est ouvrir la voie à la généralisation de la lutte, reconnaître que le combat paie. Continuer le combat. C'est en dressant la masse des étudiants contre le coup de force du régime que l'UNF avait, le 6 mai, pleinement intégré le combat des étudiants à la lutte des classes. Continuer le combat, aller vers la mobilisation de l'ensemble des travailleurs, ouvrir la voie du front unique, c'était d'abord poursuivre l'action de masse des étudiants. En même temps, il était clair que les étudiants seuls ne pouvaient franchir certaines limites. L'occupation de la Sorbonne cristallisait l'autorité de l'État bourgeois. C'était un point sur lequel le gouvernement ne voulait pas céder, et les forces de répression qui occupaient le quartier latin ne se laisseraient pas prendre une seconde fois au dépourvu. À raisonner en termes simplement militaires, on aboutissait au désarroi. Dans une réunion interorganisation, le 7 mai, les anarchistes proposaient des mini-manifs afin de déjouer la répression et les éléments pro-chinois de l'UJCML demandaient que l'on aille au peuple, sous la forme de la dispersion dans les quartiers ouvriers. Or, ce qui précisément rendait possible la jonction de la lutte étudiante avec la classe ouvrière, c'était sa réalité sur son propre terrain. Continuer la lutte, c'était développer encore la mobilisation des étudiants, déjà rejoints en nombre croissant par des jeunes, développer leur organisation, leur prise de conscience par un combat politique qui impliquait manifestations et meetings de masse mais qui ne se réduisait pas à un affrontement automatique avec les forces de répression, indépendamment de la situation et des rapports de force. C'est à juste titre donc que l'UNF appelle, le mardi 7 mai, à une nouvelle manifestation à Denfert-Rochereau sur la base des mots d'ordre qui constituent un préalable à toute négociation. Un degré levé des poursuites administratives, judiciaires et universitaires engagées contre les étudiants, non-lieu sur les enquêtes en cours, libération des détenus. 2 degrés retrait des forces de police de tous les lieux universitaires et de leurs environnements. 3 degrés levé du lockout dans les établissements universitaires. Le SNESUP, par la voix de son secrétaire général, M. Gémard, fait savoir qu'il ne s'associe pas à cette manifestation. La grande majorité des enseignants n'est pas prête à manifester tous les jours. Nous ne voulons pas faire d'escalade permanente. Un seul drapeau, le drapeau rouge. Le quartier latin est absolument bloqué par une formidable concentration policière. La manifestation qui se rassemble à Denfert ne peut y entrer de force. Mais le gouvernement ne cherche pas de heurts. Par crainte des réactions dans la classe ouvrière, il tolère que la manifestation se poursuive. À juste titre, la manifestation se transforme en une longue marche, d'abord vers la gare Montparnasse puis les Invalides, affirmant sa force, s'amplifiant de minute en minute. Il y a bientôt 60 000 manifestants. Des jeunes, une majorité de jeunes mais aussi des travailleurs plus âgés. Les étudiants ne sont plus seuls. En masse, la jeunesse ouvrière, les apprentis, les lycéens se mêlent au défilé. Les barrages dressés par les appareils craquent. La manifestation enthousiaste, dynamique, combative qui se poursuit à travers Paris marque un tournant. Elle exprime l'entrée en scène de la jeunesse, des jeunes générations éduquées à la vie politique par la crise de l'impérialisme, contraintes de lutter pour vivre et prêtes à le faire jusqu'au bout. Cette fois, c'est bien la jeune garde qui descend sur le pave. En tête du défilé, en cours du défilé, les drapeaux rouges se multiplient. Ils sont faits à partir des drapeaux tricolores, des emblèmes des Versaillais, des CRS. Au champ de l'Internationale, la manifestation remonte les Champs-Élysées,
leur Champs-Élysées comme Lénine disait leur Westminster, et fait halte un moment à l'Arc de Triomphe, où l'Internationale est encore chantée avant de revenir vers le quartier latin. Bataille pour le front unique, bataille pour une direction politique. L'humanité du 8 mai continue à attaquer les groupes irresponsables qui favorisent les buts du pouvoir. J. M. Catala, secrétaire général de l'Union des étudiants communistes, semblant ignorer qu'il devient évident pour des dizaines de milliers de jeunes et de travailleurs que c'est la politique qu'elle propage qui favorise les buts du pouvoir. Le même numéro publie une déclaration du secrétariat du comité central du page CF qui expose que la situation favorise, non plus le pouvoir, mais les agissements d'aventuristes dont les conceptions n'offrent aucune perspective aux étudiants. Mais cet appel reprend à son compte les 3 points de l'UNEF, et demande aux travailleurs et à tous les démocrates d'agir avec lui et l'Union des étudiants communistes pour qu'ils soient satisfaits. Et le titre de l'humanité est ETUDIANTS, halte à la REPRESSION. C'est le tournant. Du bout des lèvres d'abord, puis avec des trémolos cyniques, l'appareil stalinien va reconnaître la légitimité du combat des étudiants. Ce faisant, il ne fait que céder, contraint et forcé, à l'aspiration qui monte de la classe ouvrière et qu'expriment nombre de militants du Parti communiste. Il faut rejoindre les étudiants dans la bataille. Dans les usines, travailleurs et militants refusent de suivre les consignes des permanents qui veulent provoquer les militants révolutionnaires. Chez Renault, des travailleurs s'organisent pour prêter main forte aux diffuseurs de la FER contre toute agression. En dépit des appareils, les travailleurs sont en train d'imposer que des pas soient faits vers une orientation conforme aux intérêts de la classe ouvrière. Le combat des étudiants et des jeunes a ouvert la voie du front unique. Mais la bataille pour le front unique n'est pas terminée. Confusion et DESARROI. Or, c'est à ce moment que le mouvement étudiant va donner des signes d'essoufflement. En dépit de la combativité des milliers de jeunes qui l'entraînent, il va piétiner. La confusion et le désarroi vont marquer sa démarche. Il n'y a à cela nul mystère. La question qui est maintenant de plus en plus au centre de la situation, c'est celle du front unique. Elle est posée par l'évolution en cours dans la classe ouvrière, qui contraint les appareils à changer d'attitude. Elle est impérieusement posée par la nature du conflit qui dresse les étudiants contre l'État. La réalité de l'État comme force spéciale de répression se concentre maintenant à la Sorbonne. La satisfaction des 3 points de l'UNEF ne peut être obtenue par un assaut des étudiants contre le quartier latin, mais par une bataille de classe qui, modifiant les rapports de force entre la classe ouvrière et l'État, contraignent ce dernier à la retraite. Manifestation centrale au quartier latin, 500 000 travailleurs au quartier latin. Les mots d'ordre sur lesquels l'avant-garde révolutionnaire intervient concrétisent cette perspective. Oui, devant la levée en masse des travailleurs, l'État bourgeois ne pourra que cacher sa police et rendre leur Sorbonne aux étudiants. La mobilisation en masse des travailleurs ne peut s'opérer qu'à travers leurs organisations, et tout spécialement leurs syndicats. Œuvrer au front unique, c'est œuvrer au sein des organisations de la classe ouvrière pour y exprimer, y imposer, les aspirations des travailleurs, ce qui implique un combat pour en disputer la direction aux appareils bureaucratiques. Les dirigeants de l'UNEF, politiquement liés au PSU, sont incapables de mener cette bataille. Paniqués par leurs propres militants qui demandaient des comptes, ils n'ont pas hésité à Colombes le 17 mars à faire appel à l'appareil stalinien, qui devait ensuite essayer d'étrangler l'UNEF. Postés par un mouvement qu'ils ne contrôlent pas, ils ont pris au début une position juste qui a été d'une importance considérable. Cela ne signifie nullement qu'ils pouvaient se tenir à une orientation correcte. L'intervention de cadres révolutionnaires avait été décisive dans les prises de position du bureau de l'UNEF, à la veille du 6 mai. Mais elle jouait dans des conditions particulières. La provocation gouvernementale contraignait l'UNEF à la capitulation sans phrase, à la disparition ou à la lutte. Tout lien avec l'État bourgeois était en quelque sorte défait. L'attitude des appareils amenait aussi une rupture de fait entre eux et la direction de l'UNEF. À partir du 8 mai, les contacts sont rétablis avec les directions du mouvement ouvrier. Les conditions de la reprise d'un dialogue avec le gouvernement apparaissent. La direction de l'UNEF
subit de nouvelles pressions auxquelles elle est incapable de résister. L'incompréhension du rôle de l'État conduit aux illusions quant à ses manœuvres. Le fait que la domination des appareils bureaucratiques sur le mouvement ouvrier soit en définitive considérée comme légitime et inévitable amène à esquiver l'action pour la mobilisation de toute la classe qui est maintenant directement à l'ordre du jour. L'opportunisme et l'aventurisme qui en résultent seront véhiculés et amplifiés par tous les courants qui, se prétendant marxistes et révolutionnaires, jeunesse communiste révolutionnaire, partisans de Mandel et de Frank, etc., se sont toujours adaptés aux appareils en constituant l'aile gauche et ont révisé les bases même d'une politique révolutionnaire, rôle révolutionnaire du prolétariat, caractère international de la lutte des classes, nécessité du parti. Le 8 mai se déroule un débat parlementaire. Perfit est chargé de préparer le recul du gouvernement, recul qui s'impose maintenant pour éviter la jonction avec la classe ouvrière. Mais à cette étape, l'État conserve encore le contrôle de la situation et n'entend reculer qu'à certaines conditions. À croire que les déclarations de Perfit sur les possibilités de réouverture de la Sorbonne si l'ordre est rétabli, signifie qu'elle va de toute façon être immédiatement rendue aux étudiants, on se prépare à les duper ou à les jeter dans l'aventure. Au cours d'une conférence de presse, Gémard affirme dans la matinée « Libérés par la police ou non, ce soir la Sorbonne sera à nous, étudiants et enseignants ». On ne peut un seul instant penser que Gémard envisageait un assaut de la Sorbonne. Les ouvertures que faisait déjà le pouvoir, les pré-négociations, peut-on dire, qui s'engageaient par le truchement des milieux universitaires, lui faisaient escompter que le gouvernement accorderait la réouverture immédiate de la Sorbonne. Le 8 mai en soir, un meeting a été convoqué à la Halle aux Vins, à la frontière du quartier latin toujours occupé par des masses de policiers. 20 000 personnes y assistent. Le ralliement des directions syndicales est en particulier marqué par la présence du représentant du SNETP, CGT qui se fera siffler. Après le meeting, un cortège se forme. Il défile boulevard Saint-Germain puis remonte jusqu'au Luxembourg. Le recul du gouvernement se poursuit. Hier encore Zeyn interdite, le quartier latin voit défiler des milliers d'étudiants, de jeunes, d'enseignants. Mais la Sorbonne demeure une forteresse policière. Le défilé qui ne peut essayer fixer le but d'y pénétrer de force n'a plus d'objectif. Il tend à tourner en rond, à se désagréger tandis que de nombreux étudiants, prenant Gémard au mot, envisagent un affrontement sans espoir. La direction de l'UNEF se dérobe à ses responsabilités, s'évanouit. C'est alors qu'un dirigeant de la FER, responsablement, appelle à la dispersion. Décision politique qu'impose les faits suivants. 1 degré La reprise de la Sorbonne demeure un objectif politique et non seulement symbolique, car l'autorité de l'État bourgeois s'affirme dans son occupation. C'est précisément pourquoi sa libération exige l'entrée en scène de la classe ouvrière, et pas seulement l'action des étudiants. 2 degrés La voie de cette action est maintenant ouverte par le combat des étudiants. 3 degrés Il n'est pas question de laisser une partie des étudiants se faire inutilement massacrer, ni de voir la manifestation de désagrégés. Le lendemain 9 mai, la FER diffuse un tract Le combat continue qui, en termes agitatifs, résume parfaitement le problème. Le Bureau national de la Fédération des étudiants révolutionnaires déclare « Le combat continue. Le gouvernement redoute la jonction des étudiants et de la classe ouvrière. Lundi dernier, ils matraquaient sauvagement les étudiants, mais ils ont combattu. Mardi, il ne put empêcher 50 000 travailleurs et étudiants de tenir la rue pendant 6 heures, mais le gouvernement interdit le quartier latin. Mercredi soir, les étudiants ont défilé dans le quartier latin. Le combat paye, mais rien n'est gagné. L'UNEF a demandé aux confédérations l'organisation d'une manifestation centrale. Ouvriers, ETUDIANTS, combattons ensemble. La FER appelle les travailleurs à tenir partout leurs assemblées, à débrayer, à manifester, à préparer la manifestation centrale des étudiants et des travailleurs pour leur commune victoire sur le gouvernement. L'UNEF se doit d'appeler l'ensemble des travailleurs et leurs organisations à manifester samedi 11 mai, à 15h, à Denfert-Rochereau. Pour la libération des étudiants emprisonnés. L'évacuation des forces de police. La réouverture des facultés.
Contre la sélection. Participer au meeting de la FER vendredi 10 mai, 20h30 à la Mutualité. La FER lutte ainsi pour la constitution dans le milieu étudiant d'une direction politique organisée, que nécessite l'action pour la jonction avec la classe ouvrière, c'est-à-dire la réalisation du front unique ouvrier, que nécessite la lutte contre l'État bourgeois. C'est cela qui lui vaudra la haine de tous les adversaires du marxisme, de tous les ennemis de l'organisation, c'est-à-dire de tous ceux qui refusent ou craignent l'action révolutionnaire du prolétariat. 500 000 TRAVAILLEURS AUQUARTIER LATIN. Le 9 mai semble être une journée creuse. Pas de grandes manifestations, pas d'événements spectaculaires. C'est pourtant une journée où la situation se noue. Les directions du mouvement ouvrier, et en particulier celles du PAGE-CF et de la CGT, ne peuvent plus s'opposer de front à l'exigence de solidarité active qui s'exprime dans la classe ouvrière, d'abord parmi les militants. La sempiternelle dénonciation des gauchistes continue dans l'humanité, mais y tient de moins en moins de place. Elle titre « Le gouvernement en accusation ». L'éditorialiste Georges Bouvard assure, bravant le ridicule, qu'enseignants, organisations des travailleurs et partis démocratiques out pour leur part, contribuaient puissamment par l'ampleur de leurs protestations à isoler le gouvernement. Derrière ces palinodies, une réalité maintenant irréversible, la mobilisation de la classe ouvrière. À Grenoble, par exemple, le 8 mai au soir, c'est 8000 travailleurs et étudiants qui ont marché sur la préfecture, obligeant le préfet à recevoir une délégation. À l'issue de la manifestation, une motion est votée qui réclame la manifeste Lyon centrale. Dans l'Ouest s'est déroulée la journée d'action prévue. Ouvriers, paysans et étudiants ont manifesté. Tout s'est certes passé dans le calme et la dignité. Mais la puissance des manifestations révèle la poussée des masses qui cherchent la voie de l'action, qui aspirent à un combat d'ensemble escamoté, il y a près d'un an, après les manifestations à l'échelle nationale contre les ordonnances. Toutes les couches de la bourgeoisie sont préoccupées par la situation qui se développe. Toutes sont conscientes des dangers d'explosion sociale qu'elle recèle. Pour désamorcer la bombe, il faut faire, et vite, des concessions. Aussi commencent-elles à critiquer le régime qui se montre incapable d'y faire face. C'est leur opinion unanime que résument les Échos en disant « En tout cas, gouverner c'est aussi prévoir. Si l'ordre est rétabli, tout est possible, a dit le ministre. Mais alors pourquoi n'était-il pas possible avant ? Fallait-il donc que les étudiants fissent eux-mêmes l'expérience que dans le monde actuel, seule la violence paie ? Dangereuse leçon en effet, et qui ne vaut pas que pour les étudiants. Les cercles responsables de la bourgeoisie n'en sont certes pas encore à envisager la modification de la forme politique de la domination de leur classe. Mais ils commencent à signifier au pouvoir fort qu'il ne supporte sa tutelle que pour autant qu'il accomplisse certaines tâches. Il ne faut pas en remettre en cause la réalisation, il faut reculer. Mais le gouvernement est comme paralysé. On en est resté à la déclaration faite par De Gaulle le mardi 7 mai au bureau de l'Assemblée. Il n'est pas possible de laisser s'installer à l'intérieur de l'université les opposants à l'université. Il n'est pas possible de tolérer les violences de la rue. Et ce même 7 mai, le Premier ministre Georges Pompidou a gagné les cieux plus cléments de l'Afghanistan. Le gouvernement est pris au piège de la répression qu'il a déclenchée, sans pouvoir la pousser jusqu'au bout par crainte de la classe ouvrière. Libérer la Sorbonne, soit. Mais au niveau qu'a atteint la lutte des étudiants, rien ne les empêchera alors de poursuivre la grève avec occupation jusqu'à la libération de tous les manifestants emprisonnés, ouvriers et étudiants. Il faudrait alors, en quelque sorte, désavouer la police, revenir sur les décisions des tribunaux, reconnaître légitimes les violences de la rue. Il ne s'agit pas d'un repli mais d'une retraite stratégique. Or, céder sur toute la ligne sur le terrain de la répression pour un gouvernement dont le caractère policier s'est accentué, c'est déjà se nier. Il est incontestable que l'équipe dirigeante est divisée, que l'on hésite entre une ligne dure et la souplesse. Mais les hésitations, les retournements, ce caractère incohérent de l'activité gouvernementale ne tient pas aux hommes, mais à une réalité profonde. Le régime bonapartiste s'est appuyé sur les directions du mouvement ouvrier. C'est garder sur sa gauche,
par les appareils qu'il est passé à l'attaque contre les étudiants. Or, cet appui se dérobe parce que les travailleurs tentent à remettre en cause le contrôle des appareils. La faute stratégique est là. Le gaullisme a surestimé les capacités de contrôle de l'appareil, en particulier de l'appareil stalinien. Il s'en souviendra quand, au terme de la grève générale, il pourra frapper. Ainsi se révèle la fragilité de l'État fort, son caractère vulnérable. Mais pour l'heure, rien n'est joué et la ligne reste celle de la fermeté. Jeudi matin, le recteur avait décidé la reprise des cours à la Sorbonne comme à Nanterre. Le ministre de l'Éducation nationale s'y opposait, décidé à ne pas laisser des éléments irresponsables s'installer dans les facultés pour en empêcher le fonctionnement. La masse des étudiants dont on a de tous côtés entretenu les illusions, peut que se sentir dupé. Mais le mouvement a maintenant sa dynamique propre. Ce même jeudi à 18h, une délégation du bureau de l'UNEF reçoit des délégations des bureaux de la CGT et de la CFDT dans le but d'envisager les conditions d'une manifestation commune. Ainsi durcissement de la position gouvernementale vient à un moment où il ne lui faudra plus faire face aux étudiants seuls. Mûrissement politique au sein de la classe ouvrière. La pression des militants rend une action commune organisée par les syndicats inévitable. Les conditions, les formes de cette action vont maintenant devenir déterminantes. Le parcours de la manifestation, réoccuper le quartier latin et non lui tourner le dos, organiser une grève générale de protestation. La bataille pour Front unique se centre sur des objectifs précis. Le meeting de la jeunesse communiste REVOLUTIONNAIRE. Ce soir-là se tient un meeting de la jeunesse communiste révolutionnaire. En principe, la JCR, organisation dissoute le 12 juin 1968, est une organisation dont les frontières politiques sont déterminées par une plateforme, un programme. Elle tient un meeting, c'est sans doute pour défendre sa politique, ses solutions. Il n'en sera rien. Le meeting qui suit une journée pendant laquelle les étudiants sont restés mobilisés au quartier et qui est largement suivi, environ 5000 participants, est un meeting ouvert. Le sigle de la JCR n'y figure même pas, et alors que cette organisation se réclame du marxisme, la vedette est donnée à Daniel Cohn-Bendit qui s'affirme anarchiste. La JCR se contente d'être l'écho du mouvement tel qu'il se présente, c'est-à-dire de fournir une tribune au courant petit bourgeois qu'à une première étape la politisation des étudiants pousse au premier rang. Le ton du meeting est donné par l'intervention de Cohn-Bendit que le bulletin « Analyse et documents », numéro 154 du 18 mai, résume ainsi : il faut discuter avec tous les courants révolutionnaires. En finir avec le stalinisme. Lutter contre toute tentative d'hégémonie d'une organisation. Unité dans l'action. Démocratie directe dans la rue. Le rôle de la JCR sera de broder quelques fioritures pseudo-marxistes sur ces pauvres généralités. Les bribes de marxisme, d'analyse en termes de classe de la lutte qui se déroule, qui émaillent les déclarations de la JCR leur donnent un caractère contradictoire. Dans une déclaration du 9 mai, la JCR explique : le meeting du mercredi 8 mai aurait dû permettre au mouvement de faire le point, de s'organiser par faculté et par discipline, de populariser dans les 2 jours suivants ses revendications auprès de l'ensemble de la population. On voit qu'il ne s'agit pas alors de répéter à tout prix des manifestations des seuls étudiants. Puis, ayant constaté que la puissance du mouvement contraint le page CF à tourner, la déclaration poursuit, exploitant alors la juste volonté des étudiants d'une union avec la classe ouvrière. Il tente d'intégrer les luttes en cours par les directions bureaucratisées des syndicats, offrant CNMME seule perspective l'union de la gauche vers une démocratie véritable. Face à la REPRESSION, 2 dangers nous guettent. L'intégration que favorisent ceux pour qui l'union avec la classe ouvrière serait la liaison avec les bureaucraties svndicales. Pour nous, l'union avec les travailleurs, ce n'est pas tendre le cou au carcan des bureaucraties ni faire de chaque travailleur individuel le représentant de la classe ouvrière, ni partir pour servir le peuple. L'union nous la faisons et nous la ferons dans la lutte. Comment riposter ? En offrant des perspectives REALISABLES et DISCUTEES par tous les étudiants. Lesquels ? En organisant le mouvement en COMITESETUDIANTS, regroupant tous les militants engagés dans la lutte,
comités qui définiront nos actions futures. Ce texte est édifiant. La JCR pose d'une manière particulièrement infantile la question de la jonction des luttes étudiantes avec celle des travailleurs. Comme si les organisations de la classe ouvrière n'existaient pas ou se réduisaient à leur direction présente. Elle ne la formule qu'en donnant une valeur mystique à l'union dans la lutte, qui rejoint la démocratie directe dans la rue, de Cohn-Bendit. La crainte de voir ICS appareil reprendre le mouvement en main se traduit certes par un langage gauche, ne pas tendre le cou au carcan des bureaucraties, mais qui affirme en définitive, puisqu'aucune méthode pour combattre le contrôle des appareils n'est avancée, un respect de ces appareils à qui la classe ouvrière est abandonnée. Refusant de défendre ses propres solutions, la JCR s'en remet à la spontanéité des comités étudiants qui définiront les actions futures. Elle démissionne ainsi des responsabilités de l'avant-garde politique qu'elle prétend être. Il n'est pas étonnant qu'à leur meeting, les JCR ne puissent que répéter ce qu'explique Cohn-Bendit et mériter ses félicitations. Voici, toujours d'après analyse et documents, l'intervention d'un membre du bureau national de la JCR avec laquelle Cohn-Bendit se déclare en accord. Il faut réfléchir, penser aux perspectives, discuter dans l'université de tous les choix de la bourgeoisie. La classe ouvrière reste l'élément historique qui renversera le capitalisme à l'échelle mondiale. La politique syndicale est un frein. Les problèmes qui se posent actuellement sont absence de direction et de ligne. Si on les pose maintenant, ils risquent de briser le mouvement. C'est nous qui soulignons. Il faut mettre en avant des thèmes d'accord valables pour tous, trouver des formes de lutte. L'université critique doit être un processus de contestation permanente. Elle faut avoir pour objectif une organisation révolutionnaire générale, car 1 degré il n'est pas question de se mettre à la remorque des directions syndicales. 2 degrés la classe ouvrière est classe quand elle s'oppose en tant que telle au patronat. En l'absence d'un parti révolutionnaire, les vrais révolutionnaires sont ceux qui se battent contre la police. Les groupes d'avant-garde correspondent à des courants révolutionnaires mondiaux. Ils doivent actuellement respecter la ligne des autres, corriger la leur en collant au mouvement de masse. Les tâches. 1 degré lutter contre la répression et la menace de récupération. 2 degrés faire des progrès théoriques. 3 degrés créer des comités de lutte pour la propagande et l'explication dans les quartiers. 4 degrés se structurer dans des lieux précis, créer un épicentre, Sorbonne, Nanterre, etc. 5 degrés faire une politique extra-parlementaire, créer des conseils étudiants à Paris et Nanterre. Nous avons tenu à reproduire intégralement ce magma, car il condense l'ensemble des orientations fausses, des confusions et des illusions qui pèseront sur la lutte des étudiants et constitue donc un document politiquement important. À cette charte du suivisme et de l'impressionnisme ne s'opposeront au cours de ce meeting que les militants de la Fédération des étudiants révolutionnaires. Ils montreront comment continuer le combat. L'objectif qu'impliquait dès son déclenchement, le développement de la lutte, la manifestation centrale des travailleurs et des jeunes est maintenant à l'ordre du jour. La force que représentent les étudiants mobilisés contre la répression doit maintenant être utilisée à plein pour la réalisation de ce mot d'ordre. La lutte doit s'élargir encore, se coordonner, s'organiser à travers la formation de comités de grève, d'un comité national de grève impulsé par l'UNEF. Le vendredi 10 mai. Vendredi 10 mai, l'intransigeance du gouvernement ne fait que renforcer les possibilités de voir, unis dans la rue, les travailleurs, les jeunes, les étudiants le contraindre à céder. L'Humanité titre « La lutte contre la REPRESSION s'amplifie » et Madeleine Colin, secrétaire de la CGT, commentant les entretiens UNF-CGT-CFDT, conclut « En répondant à l'UNEF, face à la politique réactionnaire et antisociale du pouvoir, nous avons proposé de promouvoir le plus rapidement possible un large mouvement d'union des travailleurs et des étudiants. Le soir à 20h15, ces pourparlers entre les organisations syndicales ont abouti. Un communiqué commun appelant à des manifestations communes ouvriers, enseignants, étudiants, dans toutes les grandes villes de France, le mardi 14 mai, est publié. Une question et d'importance reste en suspens. À Paris, quel sera l'itinéraire de la manifestation ? Les dirigeants de la CGT tiennent à ce que le cortège partant de la place Saint-Michel se dirige vers la gare de l'Est,
c'est-à-dire tournent le dos au quartier latin toujours occupé par les forces de répression. Meeting de la Fédération des ETUDIANTSREVOLUT ONNAIRES. C'est dans ce contexte que va se tenir le meeting convoqué, depuis plus de 10 jours, par la Fédération des étudiants révolutionnaires. La démarche de la FER est radicalement inverse de celle de la JCR. Elle procède de la nécessité de construire, à travers l'intervention dans la lutte, une direction politique qui exprime ses besoins généraux, qui l'organise, la centralise. Pour cela, il faut une ligne politique, et il faut agir pour qu'elle impose son hégémonie, c'est-à-dire combattre sur une ligne par les moyens de la démocratie ouvrière. C'est la seule manière d'empêcher que le mouvement ne soit brisé. Refusant de se placer à la remorque des illusions petites bourgeoises, agissant pour que se constitue dans le cours de la lutte, non une direction étudiante mais une organisation qui, dans le milieu étudiant, soit la réponse aux besoins d'organisation politique de toute lutte révolutionnaire, la FER ne pouvait que concentrer sur elle toute la haine de la petite bourgeoisie, toute l'hostilité des adversaires du marxisme. La combativité des étudiants, la puissance de leur riposte, la radicalisation au sein de la classe ouvrière, comme l'intervention de l'avant-garde plaçait au premier plan des problèmes qui ne pouvaient être résolus par la seule lutte des étudiants. Il fallait organiser la bataille d'ensemble. La jonction des étudiants et de la classe ouvrière n'est pas l'établissement d'une sorte d'alliance entre deux forces sociales dont l'une, les étudiants, serait porteuse d'un modèle d'action révolutionnaire, pas plus qu'elle n'est la mise au service du peuple, dans des fonctions subordonnées des étudiants. Cette jonction est donnée objectivement par le caractère de la lutte des étudiants. Lutte engendrée par le fonctionnement de la société capitaliste et qui, loin d'être séparée du combat d'ensemble des travailleurs, en est une composante. Traduire politiquement cette réalité, préparer la seule jonction possible, c'était lutter pour le front unique ouvrier dont les étudiants et leurs organisations, et tout d'abord l'UNEF, formaient un élément indispensable. C'est en luttant sur leur propre terrain, en y démontrant que le combat était payant, que les étudiants ouvraient la voie au combat d'ensemble de la classe ouvrière. C'était un résultat de ce combat que l'obligation pour les directions de la classe ouvrière, de s'engager dans la voie d'une manifestation centrale. Mais le combat avait aussi haussé les problèmes politiques posés à un niveau tel qu'ils ne pouvaient plus être réglés par la seule action des étudiants. Le développement du mouvement ne pouvait plus être que son transfert à l'échelle de toute la classe ouvrière, par la réalisation du front unique. C'est cela qui s'exprimait concrètement dans le mot d'ordre 500 000 travailleurs au quartier latin, défendu dans les usines, répété dans des dizaines de milliers de tracts et sous le signe duquel se tint le meeting de la FER. De nombreuses pressions s'exercèrent pour que ce meeting ne se tienne point. Lorsqu'on s'était aperçu le 8 mai que l'action ne pouvait se poursuivre par la simple répétition de manifestations identiques, et que d'autre part il n'était pas possible de reconquérir le quartier latin par la seule force étudiante, à moins d'une guerre civile limitée que personne n'envisagea, les dirigeants de la JCR avaient souligné qu'il était également nécessaire de continuer une activité politique. À juste titre, ils voulaient tenir leur meeting du 9. La date du 11, le samedi, avait alors été avancée pour préparer une manifestation puissante et pour mener campagne afin que les organisations ouvrières s'y associent. Pourtant le 10 mai, on appela à une manifestation qui n'était en rien motivée par les besoins de l'action. Elle fut marquée à son début, par le grand nombre de lycéens qui, après avoir manifesté pratiquement toute la journée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.